le titre de mon intervention, c'est le mémorandum a-t-il servi les intérêts de la Tunisie? On va peut-être commencer par des rappels historiques. Donc, les accords migratoires entre la Tunisie et les pays européens remontent aux années 90 essentiellement. Il y a eu un premier accord avec l'Italie en 98, puis en 2003 et en 2009. Essentiellement, donc, il y a eu de reconduite. Enfin, le principe reste toujours le même, c'est-à-dire une offre socio-économique, une offre d'aide socio-économique des pays du Nord, éventuellement une facilitation de l'octroi des visas pour certaines populations, typiquement des travailleurs ou des étudiants et des hommes d'affaires. Une augmentation des quotas notamment pour les professionnels et en contrepartie, une meilleure coopération dans la reconduite aux frontières des immigrés clandestins, avec une problématique qui se pose pour les trois pays du Maghreb central, Algérie, Maroc, Tunisie, qui est la délivrance des laissez-passer consulaires. Donc c'est toujours autour de ça, c'est-à-dire que les pays rechignent à reprendre certains ressortissants dont ils ne sont pas sûrs justement de la nationalité. Donc, en plus de l'Italie, il y a eu des accords avec la France, l'Allemagne et même la Suisse. Euh, pour le cas tuniso-italien, donc on a une proximité géographique. Lampedusa est à moins de 150 km de certaines côtes tunisiennes. La Tunisie constitue avec la Libye la route dite de la Méditerranée centrale, qui est l'un des principaux points de passage de la migration régulière, en particulier ces dernières années. Les autres étant la route des Balkans et donc le passage entre le Maroc et l'Espagne. Dès 98, l'accord signé entre la Tunisie et l'Italie pa- évoquait la possibilité d'une reconduite aux frontières des citoyens. Alors, c'était écrit non tunisiens et non maghrébins. Donc, l'idée, c'était que la Tunisie puisse reprendre certains ressortissants subsahariens. Ça figure donc dans l'accord de 98, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Euh, et donc, il y a eu des accords plutôt une revue des accords qui ont été passés jusqu'en 2009, la dernière fois. Donc ça, c'était avant la chute de Ben Ali. Après 2011, il y a eu, du fait de la désorganisation sécuritaire, une forte affluence durant le premier semestre de 2011, surtout le premier trimestre d'ailleurs de 2011, vers notamment l'île de Lampedusa. Euh, donc cette augmentation spectaculaire des flux a créé donc une crise migratoire et ça a donné lieu à un accord entre donc le gouvernement de Béji Caïd Sebsi et l'Union européenne. Donc l'idée, c'était tous ceux qui sont arrivés avant avril 2011 pouvaient avoir des titres de séjour transitoires. Euh, et en contrepartie, tous ceux qui arrivaient après cette date-là, la Tunisie était sommée de les reprendre. Et entre 2011 et 2021, donc durant la décennie post-révolutionnaire, il y a eu un certain nombre d'accords avec des pays européens déjà cités. Ce qui s'est passé, il y a eu deux événements assez importants de part et d'autre du détroit de Sicile entre 2021 et 2022. Donc en 2022, Giorgia Meloni a été élue notamment sur la promesse d'un blocus maritime pour empêcher l'arrivée des migrants. Donc c'est une promesse qui n'a jamais été mise en œuvre. Et cela est intervenu donc un an après le coup d'État du 25 juillet 2021 où Kais Saied s'octroie les pleins pouvoirs. Tout ceci sur fond aussi de reprise des flux migratoires à partir de la fin de la première vague de Covid. Donc, il y avait des pressions notamment sur le gouvernement tunisien, mais aussi les autorités en Libye, pour tarir ces flux-là. Donc, ce contexte particulier, avec un changement de politique et en Italie et en Tunisie, euh, donc a poussé aussi à un changement dans la politique migratoire. Euh,
avec un changement spectaculaire en Tunisie autour du discours du 21 février 2023 du président Kais Saied, qui reprend à son compte la théorie dite du grand remplacement. Donc, on a eu, à l'issue d'un Conseil national de sécurité, un compte-rendu qui parlait notamment, enfin, qui parlait de hordes de migrants subsahariens qui cherchent à modifier la composition démographique tunisienne. Ce discours a donné lieu à certaines scènes de violence qui ont duré à peu près une semaine. Après, les autorités ont pu reprendre les choses en main. Euh, il y a eu beaucoup de réprobation par rapport au discours de Kais Saied, qui a notamment été condamné par l'Union africaine. Et Giorgia Meloni a été la première dirigeante occidentale à se démarquer de ces réprobations internationales en appelant la première ministre de l'époque, Madame Najla Bouden, histoire de, voilà, de signifier de manière assez diplomatique que ce n'était pas très grave. Ensuite, elle va se rendre en Tunisie plusieurs fois entre mai et juillet 2023 et va avoir une sorte de discours différent basé sur le partenariat d'égal à égal avec les pays du Sud. Et c'est un discours qui, en tout cas, a un impact positif sur Kais Saied, qui est assez partisan de ce genre de discours. On verra après que pour les axes, c'est un petit peu plus différent. Mais très vite, alors que voilà, en mars 2023, le Parlement européen va voter une résolution condamnant la dérive autoritaire et raciste du régime tunisien, euh, une, une résolution qui a été y compris votée par les eurodéputés de Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni. Malgré ça, et malgré une deuxième vague de violence à partir de juin, juillet 2023, euh, on va aller vers ce mémorandum alors que des ONG évoquaient des personnes mortes dans le désert, donc des migrants qui ont été raflés et déposés notamment sur la frontière avec la Libye. On évoque le cas de migrants qui sont morts. Malgré cela, intervient la discussion autour du mémorandum. Donc, on a eu un premier déplacement donc la présidente du Conseil, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni et Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, en juin 2023 pour annoncer un package de mesures. Donc, essentiellement, ce qui était annoncé la première fois, c'est une aide débloquée pour le budget de 150 millions d'euros, une aide spécifique sur la question migratoire, donc qui va être complètement fléchée sur la surveillance des frontières et l'équipement les gardes frontières maritimes, de 105 millions d'euros et 900 millions d'euros qui étaient conditionnés à la finition de l'accord qui était déjà prévu entre la Tunisie et le FMI. Ensuite, on a parlé également, toujours en juin 2023, de projets d'investissement comme le Cap Medusa pour la connectivité haut débit et le Cap Elmed pour l'export de l'énergie verte vers l'Italie. Selon le journal Le Monde, la plupart des projets qui ont été évoqués étaient déjà préexistants, donc on a juste fait une sorte de repackaging pour ces aides-là. Il y a eu un mois de discussion, euh, pendant lequel il y a eu aussi le déplacement des ministres de l'Intérieur de la France et de l'Allemagne pour parler notamment de la question de la réadmission des migrants. Donc on voit dès, dès le début que la question était essentiellement migratoire en dépit des promesses socio-économiques. Le texte a été signé le 16 juillet 2023, donc en présence des mêmes acteurs, donc de Kais Saied, de Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen et Mark Rutte. Et donc, on a abouti à ce mémorandum et qui n'est pas un traité. Et c'est un point assez important, on y reviendra. Donc, il s'agit de jeter les bases à d'autres accords ultérieurs et surtout, il n'y a pas véritablement de contraintes juridiques. Et entre-temps, la référence aux 900 millions disparaît parce que le Kais Saied s'oppose totalement à la conclusion de l'accord avec le Fonds monétaire international. Donc, si on examine le mémorandum d'entente,
donc qui s'appelle Mémorandum d'entente entre la Tunisie et l'UE pour un partenariat stratégique et global. Il y a 5 chapitres, donc la stabilité macroéconomique, l'économie et le commerce, la transition énergétique verte, le rapprochement entre les peuples, la migration et la mobilité. Pour la stabilité macroéconomique, donc c'est ce don de 150 millions d'euros qui vise, donc je cite, à assister la Tunisie dans ses efforts consistant à dynamiser la croissance économique dans l'objectif d'asseoir un modèle de développement durable, et ce, à travers des politiques appropriées, incluant des réformes économiques conçues par la Tunisie. Donc, on est toujours dans cette idée d'établir un nouveau modèle de développement. Donc, c'est un petit peu un serpent de mer qui revient à chaque fois pour la Tunisie et de faire les fameuses réformes qui sont demandées par les bailleurs de fonds. Pour la partie économie et commerce, donc on a plutôt des déclarations d'intention, notamment qui visent l'aide au partenariat public-privé, notamment dans le cadre européen du développement durable, la gestion durable d'accès à l'eau, l'agriculture durable, la gestion de l'eau, l'économie circulaire, un accord global pour le transport aérien, toujours hypothétique, hein, et donc le projet Medusa et la transition énergétique ainsi que l'hydrogène vert. Et on parle d'une conférence d'investissement pour aider la Tunisie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Il y a eu une conférence en 2011 organisée à Deauville dans le cadre du G7. Il y a eu une conférence d'investissement en 2020. Et le problème de ces grands messes, c'est qu'il y a beaucoup d'intentions et derrière, il y a très peu de choses qui se concrétisent derrière. Pour ce qui est de la transition énergétique verte, il s'agit de développer le potentiel de la Tunisie en matière d'énergie renouvelable, s'employer à conclure un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, renforçant ainsi la croissance verte et la création d'emplois, faciliter l'investissement dans les énergies renouvelables et finaliser le schéma de financement. Donc c'est un schéma qui était déjà prévu et qui devrait aboutir. Donc c'est le mécanisme européen pour l'interconnexion qui est de 307 millions d'euros. Pour ce qui est du rapprochement des peuples, donc là aussi, on a pas mal de déclarations d'intention. Le renforcement de la coopération entre les sociétés civiles, les échanges culturels, scientifiques, la facilitation de la mobilité de certaines catégories de la population, par exemple les étudiants dans le cadre d'Erasmus+, ou des jeunes artistes dans le cadre d'Europe créative ou d'Horizon Europe. Là aussi, une autre déclaration d'intention, il s'agit d'harmoniser les pratiques des États membres en matière de délivrance des visas Schengen, court séjour aux citoyens tunisiens. Et on arrive au point le plus important et au nœud, en tout cas, de cet accord, qui est la question migratoire. Donc, le mémorandum parle d'une approche holistique de la migration, de lier la migration au développement, notamment économique et social, de remédier aux causes profondes de la migration. Donc là, on remarque que ce sont des termes qu'on retrouvait notamment avant même, enfin dès qu'il est arrivé au pouvoir de Kais Saied, c'est-à-dire il dit qu'il ne faut pas juste avoir une approche sécuritaire, mais une approche plus holistique de la migration, s'attaquer aux causes de la migration. Donc là, on reste un petit peu dans le discours. On retrouve aussi des éléments sur lesquels insiste la communication gouvernementale en Tunisie. Donc, la Tunisie réitère sa position de ne pas être un pays d'installation de migrants en situation irrégulière et sa position de ne garder que ses propres frontières. On verra que dans la pratique, c'est malheureusement tout l'inverse qui se passe, on y reviendra. Euh, on remarque également que des éléments de langage plutôt du gouvernement italien se retrouvent dans le mémorandum. Par exemple, on va mettre l'accent sur la lutte contre les réseaux de passeurs. On va parler de traite d'êtres humains. On dit qu'il faut maintenir la coopération pour relever les défis posés par l'augmentation de la migration irrégulière en Tunisie et dans l'UE. L'amélioration de la coordination des opérations de recherche et sauvetage en mer, c'est un point très important, j'y reviendrai. La facilitation des retours
dans le respect de la dignité des droits humains, euh, éventuellement verser des aides au retour et la facilitation, donc la contrepartie, c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, la facilitation d'octroi de visa pour des populations qu'on appellerait d'immigration choisie, alors soit des travailleurs spécialisés, soit des étudiants ou des hommes d'affaires, donc dans des cadres professionnels. Euh, Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, ce mémorandum en appelle d'autres. Donc, après le mémorandum qui a été signé le 16 juillet 2023, il y a eu des accords bilatéraux. Le 20 octobre 2023, il y a eu un mémorandum signé entre Tunis et Rome en matière migratoire. Il s'agit donc d'intensifier la coopération dans la lutte contre la migration irrégulière. En contrepartie, l'Italie ouvre 4000 postes supplémentaires spécifiques aux ressortissants tunisiens, même si il y a des ONG qui doutent de la réalité des contrats proposés et on a eu des retours de personnes qui disent qu'il y avait un monde entre donc ce qui était proposé et ce qui a été réalisé. La Tunisie s'est engagée à définir une zone de recherche et de sauvegarde, une SAR, en avril, et donc ça a été concrétisé en avril 2024. Et en mai 2024, il y a eu un mémorandum d'entente entre la Tunisie et l'Italie en matière de technologie de l'information et d'intelligence artificielle. Euh, le bilan de tout ça, c'est que bon, les aides financières ont été débloquées entre 2023 et 2024. Il y a eu un programme d'appui aux réformes économiques qui a été signé en décembre 2023, donnant lieu au déblocage des 150 millions d'euros prévus. Pour les autres annonces, on a un repackaging d'anciens programmes qui étaient déjà en place, comme le projet Medusa, comme Erasmus+. Donc, ce sont des choses qui étaient déjà prévues et des déclarations d'intention euh, pour lesquelles il y a pas mal d'opacité, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment de recul alors qu'on est maintenant quasiment un an et demi après la signature. Ce mémorandum d'entente n'est pas du tout révolutionnaire, il s'inscrit donc, dans la suite des autres accords, c'est toujours la même chose. La Tunisie s'engage à reprendre ses ressortissants, à augmenter donc ses capacités de surveillance des frontières. Et donc, in fine, la Tunisie, contrairement à ce qui est affirmé, continue à être une sorte de garde-frontière pour les pays du nord de la Méditerranée. En contrepartie, on donne quelques visas supplémentaires et quelques aides. Les conséquences pour l'Italie étaient plus intéressantes. Le gouvernement italien a annoncé la baisse de plus de 63% des nombres d'arrivées irrégulières sur les 8 premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023. Ce sont des données de Frontex. Ces résultats ont renforcé le leadership de Rome sur le dossier migratoire à Bruxelles et la création d'une zone SAR donc, au printemps dernier permet à la Tunisie d'aller au-delà de ses frontières maritimes et de, sous couvert de recherche, récupérer des migrants et les ramener au port d'origine. Donc, ça permet aussi de décharger un petit peu l'Italie et plus généralement Frontex de cette charge, moyennant bien sûr finance. Pour la Tunisie, la signature a été intéressante, en tout cas pour le régime, qui du coup est moins critiqué et même il est loué. Aujourd'hui, on entend par exemple en France le modèle de ce mémorandum érigé comme exemple qu'il faudrait suivre. D'ailleurs, il y a eu d'autres accords sur le même thème signés notamment avec l'Égypte et le Liban. Euh, Même si voilà, la question des droits humains passe malheureusement au second plan. Euh, on a eu un endiguement des départs et des arrivées qui, à contrario, a provoqué une crise migratoire en Tunisie. C'est-à-dire que l'afflux des arrivées est toujours important en Tunisie et on empêche des gens de partir et on expulse très peu de migrants, ce qui fait que, pour citer le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, la Tunisie est devenue une sorte de piège à migrants. Ils entrent, on n'arrive pas à endiguer l'entrée des migrants et on les empêche de plus en plus de partir, ce qui va créer
des problèmes et pour ces migrants et pour certaines populations. On parle des localités de Jbenienne et de l'Amra dans la région de Sfax, où des populations précaires se retrouvent aux prises avec des migrants qui sont tout aussi précaires. Donc, ce qui est en train de créer de générer des tensions et de créer une crise migratoire supplémentaire. Il y a aussi un gros problème d'opacité. Il y a très très peu d'informations sur l'avancement des projets, notamment en matière socio-économique et environnementale. Les autorités européennes, en tout cas certaines personnes, ont dénoncé la situation des droits humains des droits humains. Donc, il y a eu un rapport de la médiatrice de l'Union européenne, Emily O'Reilly. Josep Borrell a également, donc le représentant de la politique extérieure de l'Union européenne a également fait part de ses préoccupations et le Parlement européen. Mais au niveau de la Commission, on continue à aller de l'avant, à trouver que c'est bien. Le MO, le mémorandum d'entente, ce qu'on avait commencé par dire, c'est qu'il ne crée pas d'obligation juridique, ce qui permet justement à la Commission de ne pas être très regardante sur la situation des droits humains. Récemment, on a eu la réponse de la Tunisie qui se défend de toute violation des droits humains, euh, donc auprès des émissaires à Genève. Donc, il y a eu un rapport des autorités tunisiennes qui disent agir dans le respect du droit et de la dignité humaine. Le rapport a été rendu public cette semaine. Euh, Ensuite, à la fin du mois dernier, il y a une délégation de l'Union européenne qui est venue à Tunis pour vérifier la conformité de la Tunisie avec le mémorandum, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de communication publique qui a été faite et donc on ne sait pas quelles sont les conclusions qui en ont été tirées. En conclusion, donc le mémorandum d'entente repose essentiellement sur la politique migratoire, ce qui était prévu. Il maintient l'inégalité nord-sud, notamment en matière de mobilité. Donc, les citoyens de l'Union européenne peuvent venir en Tunisie sans visa. L'inverse demeure faux. Les promesses en matière socio-économique et environnementale peuvent être vraiment intéressantes, hein, sur la question des énergies ou sur la question du haut débit. C'est quelque chose qui pourrait euh, constituer de véritables leviers de croissance pour la Tunisie. Mais pour l'instant, on n'a pas de recul nécessaire et surtout, il n'y a pas de communication nécessaire sur ce qui a été entrepris. Euh, en revanche, il y a un résultat tangible qui est la réduction drastique des flux, donc à peu près les 2 tiers. Donc, on voit encore une fois que voilà, le nerf de la guerre, c'était la question migratoire et que tout le reste, c'est de l'accessoire. Et malheureusement, la question des droits humains demeure secondaire. Il y a des ONG, y compris même des responsables européens qui dénoncent la situation des droits humains. Et derrière, il n'y a pas vraiment d'intérêt. La Tunisie, en tout cas officiellement, dit respecter les droits humains. Les autorités européennes disent aussi reconduire les citoyens tunisiens dans le respect de la dignité. On a des rapports d'ONG qui disent le contraire. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait continuer à suivre. Et je vous remercie.